la salle des points de vue qui sont peut-être en décalage ou en critique par rapport à ce consensus des trois intervenants. Donc c'est peut-être intéressant qu'on écoute en priorité des gens qui ont des objections fortes par rapport à ce consensus en faveur de la fiscalité écologique. Je vois un bras qui se lève. Si. C'est pas que je sois contre, mais je me demande, je vais essayer d'élargir le cadre, de sortir du cadre. C'est quelque chose que j'aime bien d'ailleurs. Je suis du collectif Roosevelt. Je ne me suis pas présentée. Je crois que actuellement, nous sommes en train de négocier au niveau de l'Europe des traités de libre-échange, c'est-à-dire qu'on va encore augmenter les échanges entre les différentes parties du monde, ce qui veut dire plus de transport. Bon, ce qui veut dire plus de transport. D'autre part, il y a même des choses qui demandent qu'il n'y ait pas de concurrence faussée, c'est-à-dire que même les collectivités locales n'auraient plus le droit de préférer des entreprises du coin, locales, par rapport aux autres qui vont faire des offres. Que les grandes vont forcément tuer peu à peu les petites, qui sont plus locales. Donc tout ça, ça pose des problèmes. Et je me dis qu'avant la fiscalité, qu'est-ce qu'on va faire de ces traités, le traité avec les États-Unis, TAFTA ou TTIP, le traité avec le Canada qui vient d'être ratifié, enfin pas ratifié mais fini de négocier en tout cas. Bon, voilà, ma question c'est ça. Avant la fiscalité, ou comment envisager la fiscalité dans ce grand ensemble qui a des contradictions avec ce qu'on veut faire au niveau environnemental et localisé. Et je crois qu'on pourrait effectivement poser la question plus générale des régulations économiques et du commerce extérieur, enfin du fonctionnement de la mondialisation par rapport aux questions écologiques, et le lien qu'on pourrait faire avec la question des taxes, parce que c'est une question qui n'a pas été directement abordée par nos intervenants, c'est celle de la taxation carbone aux frontières, enfin de l'aspect OMC, disons, de la taxation. Mais peut-être on va prendre une ou deux autres questions. Ça laisse aux intervenants le temps de réfléchir. Moi, j'avais une question, c'était des taxes et des impôts, pourquoi faire? Peut-être vous pouvez dire votre... Véronique Badette, oui, journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin. Je voulais savoir, bon, fiscalité, donc on lève de l'argent, des impôts et des taxes, pourquoi faire? C'est-à-dire, aujourd'hui, on est face à... Ce matin, j'étais au débat sur la rénovation des logements, par exemple. Il y a un énorme besoin de financement pour rénover des logements. Comment on trouve cet argent? Est-ce qu'on le prend? Est-ce que c'est de l'argent public qui vient de taxes? Est-ce qu'il s'agit d'orienter les investissements privés pour financer ces rénovations? Donc, la transition écologique, pour moi, ça signifie besoin d'investissement avant tout. Et par rapport à ces besoins d'investissement, voilà, où trouver cet argent? C'est uniquement la fiscalité? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. Merci. Oui, monsieur. François Hubert. Mais plutôt que d'avoir des taxes, et on nous a dit hier soir que tant qu'il y aurait un peu d'argent à gratter et qu'il y aurait encore un peu de pétrole sous terre, on irait le chercher. Ne faut-il pas, au niveau mondial, mondialiser en fait toutes les sources d'énergie fossile, de façon qu'on ait une taxe, ou du moins un robinet global, et que ce soit une structure supranationale qui établisse un prix des énergies fossiles qui soit uniformément croissant, de façon à pouvoir régler le problème de l'énergie et bénéficier de revenus assez confortables pour pouvoir résoudre les différents problèmes qui se posent
d'adaptation au changement climatique, de correction, etc. Peut-être prendre encore une question et puis. Oui, en fait, je reviens avec la question justement des échanges aux frontières et autres. La question, c'est de savoir justement, et peut-être que l'exemple suédois peut déjà nous offrir une réponse. Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, donc peut-être que l'exemple suédois peut déjà fournir une réponse. C'est toute cette question aussi des effets induits en termes de délocalisation et autres, d'éventuelles mesures environnementales. On voit que l'approche suédoise s'est basée sur une logique justement de constitution d'une taxe environnementale avec un amoindrissement d'autres taxes. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'eux-mêmes ont connu ou vécu alors des entreprises qui ont préféré sortir finalement de l'espace européen pour être moins contraintes à ce niveau-là? Merci. Alors ça fait 4 questions. Je pense qu'il y a 2 questions qui ont trait plus ou moins à cette question taxes et libre-échange, comme échanges internationaux. Et il y a une question sur l'affectation des ressources et il y a une question sur alternative à la taxation qui serait mondialisation des ressources et robinet global et fixation d'un prix mondial, etc. Alors, qui veut se lancer? Oui, très rapidement, ce sont 4 questions fondamentales. Bon, sur la première, j'ai bien aimé vous avez posé la question de plusieurs façons différentes. Votre dernière façon de la poser me convient bien, c'est-à-dire finalement comment penser la fiscalité nationale dans ces contraintes internationales. Votre réponse est dans la question, c'est-à-dire que le problème est qu'aujourd'hui les mécanismes économiques et commerciaux fonctionnent à l'échelle internationale et la fiscalité se produit à l'échelle nationale. Elle ne se produit même pas à l'échelle européenne, puisque, comme vous savez, l'Europe a très peu de pouvoir en matière de fiscalité. Elle en a un tout petit peu, taux de TVA, ce genre de choses, mais même, par exemple, la directive Eurovignette, au nom de la libre circulation qui est des personnes et des marchandises, qui est un élément fondamental de l'Union européenne, ne permet la prise en compte que de certains coûts externes dans la tarification des poids lourds, et pas de tous, contrairement à la Suisse, par exemple, qui, hors de l'Union européenne, peut les prendre en compte en totalité. Bon. Donc, moi, personnellement, je ne vois aucune solution à court et moyen terme à ce problème, parce qu'il est bien évident que les États ne veulent absolument pas lâcher leurs compétences en matière de fiscalité, qui est un élément fondamental de la souveraineté. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre mieux que ça. Sur la seconde question de Mme Badetz, c'est évidemment totalement fondamental. On n'a pas abordé ce sujet, je pense, par manque de temps. Je pense qu'il faut distinguer 2 grands types de fiscalité environnementale, la fiscalité à but incitatif et la fiscalité à but de rendement. En théorie, elles sont antagonistes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une fiscalité à but incitatif, il faut une assiette très étroite, des taux très élevés, et si possible, un produit de substitution. Je prends un exemple un peu bête. Si on découvre qu'il y a le beurre est cancérigène et que pour ne pas faire déplaisir aux producteurs de lait en France, on ne veut pas interdire le beurre, on met demain une taxe de 60% sur le beurre et on se dit que les gens vont reporter leur consommation sur l'huile ou sur la margarine. Bon. Ce type de taxe rapportera peu, mais il sera efficace parce que les gens vont shifter leur consommation ou leur comportement. L'autre type, c'est on prend des bases très larges avec des taux très réduits et ce sont des taxes qui rapportent beaucoup d'argent mais qui ne produisent pas d'effet incitatif. Alors, la distinction que je viens de faire est un peu artificielle parce qu'on peut arriver, si on a un moment tout à l'heure, je dirais peut-être un mot sur l'exemple allemand où l'expérience qui a eu lieu là montre que cette fameuse théorie du double dividende qui était très à la mode à un moment et peut-être un peu trop, semble avoir fonctionné dans le cas allemand. Alors, dans le cas de l'énergie, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'énergie est un bien dont tout le monde a besoin, et donc, lorsqu'on augmente la fiscalité, les comportements d'adaptation sont plus importants, ce qu'on appelle l'élasticité à long terme qu'à court terme. Donc, c'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles les ressources issues de la fiscalité et de l'énergie représentent jusqu'à 90% des ressources de la fiscalité environnementale.
À titre personnel, je préfère l'écofiscalité incitative, que je considère comme étant la seule vraie écofiscalité. Mais ce point de vue est contesté par beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut des recettes de fiscalité pour avoir de l'argent pour investir pour la transition écologique. Bon, par exemple, c'est le point de vue des ONG. Les ONG considèrent qu'il faut que les écotaxes soient affectées. Par exemple, toutes les ONG qui défendent la création de l'Agence de la biodiversité en ce moment considèrent qu'il faut des taxes affectées pour le financement de cette agence. Moi, je considère que quand on a 2000 milliards d'euros de dette, la priorité, c'est quand même d'alléger le poids de la dette et des intérêts de la dette. Parce que sinon, il n'y aura plus du tout d'argent pour l'environnement. Mais ça, c'est un débat important et sur lequel on n'est pas tous d'accord, bien sûr. La question sur la mondialisation des énergies fossiles, je ne la crois pas vraiment possible. Et puis, en plus, vous avez des énergies fossiles, vous en avez plein de types différents qui ont des qualités différentes, donc les prix sont différents, la fiscalité est différente selon les endroits, etc. Voilà. Alors, les effets induits sur la délocalisation, c'est une question également très importante. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus qui montrent que, en gros, les effets de la fiscalité environnementale dans les pays comme la France sont très faibles sur la compétitivité des entreprises. Pourquoi? Parce que premièrement, ça représente une part infime du chiffre d'affaires et des bénéfices, et deuxièmement, c'est une fraction infime du poids des charges sociales. Alors évidemment, les chefs d'entreprise vont vous dire « oui, mais on nous rajoute ça à des charges qui sont déjà importantes », ce qui est vrai. C'est la raison pour laquelle... Alors là, pour le coup, c'est un autre type de compensation, c'est la compensation entre les charges payées par les entreprises au titre environnement social. Donc, les effets de délocalisation dus uniquement à des taxes environnementales, je crois que c'est vraiment très très faible. En revanche, ce qui est important et actuel, c'est des éventuels effets de délocalisation dus au coût de l'énergie dans son ensemble, dont les taxes sont évidemment une partie. Mais ça n'est pas vrai en France, parce que, comme vous savez, en France, on a un coût de l'énergie qui est extrêmement bas. On est, avec la Finlande, le pays où l'électricité, par exemple, est la moins chère d'Europe. Ce qui pose un autre problème, puisque ça veut dire que le signal-prix étant très bas, évidemment, les gens sont moins incités à économiser l'énergie. Et quand je dis les gens, c'est aussi bien les acteurs économiques que les ménages, que dans des pays où elle est beaucoup plus chère, comme l'Allemagne. Merci, Monsieur le Président. Je peux rajouter quelques remarques. J'aimerais clarifier. Lorsqu'on parle d'une taxe environnementale, une bonne taxe environnementale, et celle qui va cesser d'exister parce qu'il a un objectif, il veut rectifier, rééquilibrer quelque chose, et lorsque ce mal est guéri, on doit éliminer cette taxe. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut complémenter l'imposition de taxes environnementales avec une taxe sur l'énergie générale, généralement sur les fournisseurs en énergie, par exemple par gigajoule. Et nous sommes en train d'aller dans cette direction. Ensuite, le prix global pour le dioxyde de carbone, ce serait l'idée idéale, mais malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas d'accord sur ce point, en tout cas pas dans notre génération, et surtout pas avoir un accord global pour la redistribution de ces revenus. Alors, pour l'ajustement des taxes et la délocalisation, la Suède est un pays qui représente une petite économie et nous ne voulons pas trop des ajustements aux taxes sur les frontières. Et nous avons une industrie lourdement orientée vers l'exportation. Et c'est pour cette raison-là que nous avons deux niveaux de taxation, un niveau d'imposition plus élevé pour les activités domestiques et un niveau moins élevé pour les industries orientées vers l'exportation. Et cela pour éviter la fuite des émissions de carbone. Voilà.
Sur le border tax adjustment, moi je n'ai pas une position défavorable en principe. Si on les dessine bien, il y a une question d'équitabilité dedans que l'on peut travailler et utiliser. Sur l'affectation des ressources, voilà un sujet très important. Guillaume l'a affronté. Moi, je tends plutôt de l'autre côté. Je suis très content si nous avons à l'intérieur du système fiscal des impôts qui sont liés à l'environnement. Parce qu'il paraît qu'il faut qu'on les paye, ces impôts, d'une façon ou d'une autre. Et je préfère les payer sur la pollution, sur les ressources naturelles, pour une transition écologique et énergétique, plutôt que de les payer sur mon travail ou sur mon entreprise. Donc, s'il faut choisir entre les deux, je préfère aller vers des taxes qui soient basées sur l'effet environnemental, sur l'impact environnemental et énergétique du fonctionnement du marché. Mais ceci est lié au fait que nous avons toute une série de possibilités et je crois que nous offrons à nos politiques beaucoup d'options. Nous pouvons réduire en effet la dette publique, l'Italie par exemple est très sensible sur ce sujet, nous pouvons déplacer la taxation, nous pouvons utiliser les effets positifs de la fiscalité environnementale. Comme de nouveau le disait Guillaume, on demande aux politiques d'environnement, aux politiques de transition énergétique, beaucoup plus que l'on demande aux autres politiques. C'est peut-être la tradition de la communauté environnementale de vouloir être particulièrement transparente et participative. Nous essayons toujours de tout justifier, de tout démontrer à tout le monde et essayer d'avoir tout le monde d'accord. Sûrement les politiques des transports, les politiques de l'énergie traditionnelle, les politiques de la défense sont beaucoup moins participative et transparente. Il y a peut-être une équité entre politiques dont il faudrait s'occuper. La question d'un accord international, d'une gestion globale des prix des énergies que monsieur posait est très intéressante. C'est peut-être des horizons avec toutes les difficultés. Finalement, nous avons certains marchés qui s'organisent au niveau global et mondial, mais ils ne sont jamais vraiment globaux. Même le prix du pétrole dont on parle souvent, c'est un prix à la marge, le prix qu'on trouve sur le marché, sur une quantité marginale au sens économique du terme. Ce n'est jamais une gestion unique du marché qui est segmentée à travers les pays, à travers les zones et les régions. J'avais préparé 2 slides qui sont peut-être utiles pour voir ce qui se passe au niveau européen, parce que si déjà nous réussissions à faire des choses ensemble entre nous, pays européens, ce serait un grand pas en avant. Nous avons une politique économique commune, nous avons un droit de regard réciproque des uns sur les autres, et nous n'avons pas une politique fiscale commune. Moi, je trouve que c'est une des raisons des échecs et des difficultés de l'Union européenne. Je crois qu'il faudrait plus d'Europe, il faudrait aussi une fiscalité commune, et non pas renoncer aux politiques économiques et aux politiques de budget communes et concertées. Le problème de l'unanimité dans les décisions fiscales au niveau européen est un problème dramatique. Il suffit qu'un des pays, des 28 pays lève son doigt, nos amis anglais les premiers par exemple, qui sont pour la souveraineté de ce point de vue-là, et on ne réussit à rien faire. Pensons que la taxe énergie carbone était prête au niveau européen grâce au travail de Jacques Delors, président de la Commission, d'Alberto Majorchi, économiste italien, et plusieurs autres. Elle était prête pour Rio 92, la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Elle était prête à partir et le petit doigt anglais s'est levé. Quelques autres, les égoïsmes nationaux sont entrés en jeu, ça s'est bloqué. Nous serions arrivés face aux pays en voie de développement avec une position beaucoup plus crédible et beaucoup plus forte. Ce n'est pas un hasard que le marché ETS, des émissions des gaz à effet de serre de Kyoto, a été introduit en Europe. C'est parce qu'on n'a pas réussi à faire la taxe carbone considérée fiscale, qui avait besoin de l'unanimité, alors que la construction du marché des émissions est considérée une mesure environnementale et allée à procédure normale à la majorité des pays, même si c'est un instrument de marché, évidemment. Ceci dit, on n'a pas toujours besoin de l'unanimité fiscale pour travailler ensemble. On peut prendre des mesures de façon autonome au niveau national, mais on peut aussi exploiter les marges offertes par les mécanismes institutionnels de ce qu'on appelle la coopération renforcée. Schengen et l'euro sont des modèles de coopération de ce point de vue-là. On les a institutionnalisés après. Il faut un minimum aujourd'hui de 9 pays sur les 28. Et on peut travailler ensemble dans le cadre européen. Mais on peut penser aussi tout simplement à des coalitions des pays disponibles. Alors la coalition des volontaires de
coalition of willing est une expression assez malheureuse après les expériences d'Irak et autres. Mais on dit souvent aussi les like-minded countries, les pays qui ont un esprit qui converge. Et on peut travailler ensemble. Nous avons réfléchi avec des collègues, on avait par exemple vu 4 domaines dans lesquels on pouvait travailler au niveau de collaboration volontaire entre les pays disponibles. L'histoire de l'aviation, cette exemption sur le kérosène, des taxes sur le kérosène, donne un avantage comparé à l'aviation extraordinaire. Il n'y a aucune raison que l'aviation soit avantagée. L'aviation internationale, pas domestique, internationale, ne paye pas d'impôt sur les carburants qu'elle utilise. C'est une convention internationale de 1945 de l'ICAO qui prévoit ça. Ils ont bien prévu le futur, eux, et ils ne payent pas de ce point de vue-là. Le tourisme peut être justifié, il peut y avoir une coopération sur ces sujets. L'utilisation excessive de fertilisants, de pesticides, qui a des clairs impacts sur l'utilisation de l'eau et indirectement les utilisations de l'eau sur l'énergie. Et évidemment, la taxation CO2, où plusieurs pays, la Suède nous montre le chemin, mais d'autres pays européens ont fait des efforts, notamment la Grande-Bretagne, dans les secteurs qui ne sont pas couverts par le marché ETS, on peut faire beaucoup de choses. Les traités internationaux dont parlait Madame de libre-échange, effectivement, sont une menace. Ils sont un peu à la limite du sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait une priorité. Comme toujours, il faut essayer d'être toujours présent sur tous les bords, sur tous les tableaux, sur toutes les négociations. Moi-même, j'étais hier à Bruxelles. Nous avons, comme présidence italienne de l'Union européenne, organisé la réunion des ministres de l'Environnement pour préparer la conférence de la Convention globale sur la biodiversité. Quelle difficulté de faire passer entre nos pays, entre nos 28 pays, une position commune. Nous avons décidé dans la réunion de la Convention précédente en Inde de doubler les aides internationales au développement dans le domaine de la biodiversité. Et chacun est rentré chez lui presque heureux et satisfait. Et puis, comme économiste, je vais voir cet objectif de doubler les aides à la biodiversité au niveau international, et je vois qu'il n'y a pas une responsabilisation de chaque pays parce que c'est un objectif global. On doit le rejoindre tous ensemble, mais il n'y a pas de accountability, il n'y a pas de responsabilité de chaque pays. Un pays comme le Danemark, ou comme la Suède, ou comme la Norvège, qui donne déjà 1% de son revenu, de son PIB à l'aide au développement, pourquoi devrait-il doubler? Ils font déjà un grand effort. Un pays comme l'Italie qui donne 0,14 en théorie pourrait doubler facilement, mais en période de crise économique financière, c'est encore plus difficile, et politiquement en particulier. Ce n'est pas efficace. Alors, réussir à trouver des façons de construire un consensus mondial est très difficile. Nous devons travailler dans cette direction. La conférence du climat se réunit à Paris en fin 2015, elle se réunit à Lima au Pérou en fin 2014. Sur la biodiversité, nous sommes en Corée au mois d'octobre. Il faut essayer de travailler sur tous les créneaux, que ce soit la réforme fiscale écologique, que ce soit les politiques de transition énergétique, ce n'est pas important comme nous les appelons, il faut prendre tous les trains qui passent et qui vont dans la bonne direction. Merci beaucoup. Je vois pas mal de voix qui se lèvent. On va prendre une petite batterie de questions. Allons-y. Qui commence? Oui, monsieur. Problème de micro. Voilà. Oui, Fabien Toquet de la Croix-Rouge française. Guillaume Saint-Denis a parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir de la prévisibilité, de la progressivité pour mettre en place une fiscalité écologique. Comment les Suédois ont réussi à avoir cette prévisibilité malgré les alternances politiques qu'ils ont pu avoir? Est-ce que leurs institutions permettent de préserver les politiques de long terme? Quel est leur secret? Ils ont des élections dimanche prochain. Attention à ce que tu dis, Suzanne. Olivier Vénin, je travaille à EDF et je suis en charge du Grand Paris. J'étais assez intéressé par votre propos un peu à thèse qui consiste à considérer que finalement les politiques environnementales ont une espèce de cheval de Troie qui concernerait la justice sociale ou la précarité.
J'ai une lecture personnelle un petit peu différente et je la donne pour alimenter le débat, m'étant occupé de politique de solidarité au sein d'EDF et de Gaz de France pendant plusieurs années et m'en étant un peu éloigné pour des raisons professionnelles. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a une démission des autres politiques publiques par rapport à ce sujet-là et que ce sont plutôt les politiques environnementales qui ont repris le sujet à travers la précarité énergétique. Mais ça n'est pas... Enfin, je prends l'expression cheval de Troie que vous n'avez pas prononcée, notamment vous, monsieur Saint-Denis. Je ne crois pas que ça soit... Il me semble que c'est plutôt une démission collective qui fait que le sujet réémerge par la question environnementale et pas l'inverse. Tant que j'ai le micro, je voudrais poser néanmoins 2 questions. Dans votre propos, monsieur Saint-Denis, quand vous parlez de baisse de la fiscalité tendancielle, est-ce que vous intégrez entre autres la CSPE, la contribution pour le service public de l'électricité, qui aujourd'hui représente quand même 1/3 du montant des factures des ménages, et pour lequel un certain nombre de choix politiques, par défaut, ont été faits il y a 10 ou 15 ans, lorsque le mécanisme a commencé à être en place. La partie de cette contribution qui est affectée aux politiques de solidarité et de précarité était relativement conséquente. Au fil du temps, elle est devenue marginale, essentiellement parce qu'il y a eu un choix politique en France, qui était, pas qu'en France d'ailleurs, un peu dans tous les pays européens, qui était de subventionner à mort les énergies renouvelables, ce qui a eu comme conséquence, entre autres, de déstructurer les signaux prix dont vous parliez. Enfin, une autre dernière question, contribution sur la question de la fiscalité un peu des transferts internationaux. Une dernière question, par exemple, auquel on est confronté par rapport au système électrique aujourd'hui, c'est la montée en puissance très forte des data centers, c'est-à-dire des serveurs informatiques qui consomment énormément d'électricité et qui sont en fait des joujoux auxquels chacun d'entre nous accède plusieurs fois par jour dès lors qu'on se sert de son téléphone portable, comme la personne qui est juste devant moi là. Lorsqu'on fait appel à un serveur informatique, il y a effectivement des appels de puissance et d'énergie, et quelque part il y a une question de fiscalité, mais la fiscalité elle est plus localisée ni dans le territoire de proximité, voire même dans l'État, quoi. Et comment peut-on mettre en place un système de fiscalité quand on sait, par exemple, je fais référence à une étude américaine récente, qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, vous produisez, alors je ne garantis pas le chiffre, mais c'est ce qui est dit, vous produisez autant de CO2 que si vous faites bouillir une tasse de thé dans une bouilloire. Ce qui pose quand même une question, une question fiscale qui me semble importante. On va peut-être répondre tout de suite parce qu'il y a 2 grosses questions. Bon, une troisième, allons-y. No. Hi. Okay. Yeah, I was. This is about the carbon tax, whether the idea of a global or a national one. When I was actually presenting earlier at the workshop 3, I was showing one slide from a study which really showed warnings that if we only put a crude CO2 tax onto fossil fuels and ignore everything else, then there's a real danger of inadvertently promoting, especially large-scale bioenergy, and that could result in even greater what's called biogenic emissions from land use change, from soil carbon loss, etc., and have devastating results for biodiversity. So if you're simply looking at a fossil fuel-based CO2 tax as a tool, what are the views of presenters of how one can avoid really potentially quite major unwanted negative effects? Merci, Monsieur le Président. Première question de la part de la Croix-Rouge française. Bien sûr, nos politiques ne sont pas différents en Suède que dans d'autres pays. Ils changent d'avis et on change de gouvernement aussi de temps en temps. Mais, comme je le disais dans ma présentation, il y a toujours eu un consensus sur la structure de base du système suédois. Et comme Aldo l'a mentionné, nous avons une élection parlementaire dimanche. Il se pourrait qu'il y ait un changement de gouvernement, mais nous ne pensons pas qu'il y aura de changement majeur. Seulement un changement qui amènera au gouvernement le Parti vert.
Et donc nos politiques seront encore plus écologiques. Et il y a aussi une période entre élections assez longue, donc nos gouvernements sont en place pour assez longtemps. Une autre question concernant les centres de données. C'était une question très intéressante. Quand vous utilisez Facebook, toutes ces données doivent être stockées quelque part. Et ces serveurs sont situés dans le nord, en Finlande et en Suède, puisqu'il fait vraiment froid là-bas. Et croyez-moi, nous avons beaucoup de revenus fiscaux sur ces centres. Donc il y a quand même une fiscalité là-dessus. J'ai écouté votre présentation ce matin, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur certaines questions. Là, on entend encore les téléphones portables, parce qu'au sein de l'Union européenne, nous avons des critères de durabilité qui prennent en compte l'utilisation des sols, et ce sont seulement les biocarburants durables qui ne sont pas taxés en Suède. Ce n'est qu'un début et nous cherchons à améliorer le système dans l'Union européenne, mais en Suède aussi, nous cherchons à arrêter l'utilisation de la première génération des biocarburants et de passer à la deuxième ou troisième génération. Et j'aimerais en parler d'un produit développé en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas. C'est le HVO. C'est une huile végétale hydrogénisée qui a les mêmes caractéristiques énergétiques que le carburant fossile, mais qui utilise les résidus de la sylviculture et peut être utilisé dans les moteurs. Et c'est un produit à grand potentiel pour l'avenir. Et c'est un produit de deuxième génération. Il n'est pas en concurrence avec l'alimentation. Donc il faut se concentrer sur les biocarburants qui ne sont pas en concurrence avec la production alimentaire. Par exemple, les déchets de bois et beaucoup de déchets en général. Comment utiliser ces déchets? Tout d'abord, ne pas en créer autant, mais de les réutiliser à la fois pour le biogaz, pour le chauffage des maisons, d'utiliser les produits que nous avons à disposition et nous pourrons progresser. Question assez pointue sur la CSTE pour Guillaume Saint-Denis. Alors oui, il y avait deux ou trois questions dans votre question, en fait, monsieur. Alors, sur... mes propos introductifs étaient volontiers un petit peu provocateurs pour animer un peu le débat, parce que c'est toujours bien dans un colloque de montrer qu'il n'y a pas une seule pensée unique. Mais je crois quand même assez fondamentalement, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais reçu une invitation à un colloque sur comment intégrer les préoccupations environnementales dans la politique sociale ou dans les politiques sociales, alors qu'il y en a énormément sur comment prendre en compte les considérations d'équité sociale dans les politiques environnementales, ce qui est très bien en soi, mais ça prouve que quand même les préoccupations de l'environnement ont du mal à pénétrer dans certaines politiques sectorielles, même si elles pénètrent bien dans d'autres. Alors, sur le point précis de la précarité énergétique, je pense que vous avez assez raison, c'est-à-dire qu'en fait ce sujet ressurgit et repris sous une approche environnementale, mais ça n'est pas un sujet environnemental, c'est un sujet social, c'est clair. Bon. D'un strict point de vue environnemental, imaginons qu'il n'y ait que l'environnement qui compte, hein, et qu'on mette de côté pour 5 secondes les considérations sociales. Il faudrait supprimer tous les tarifs sociaux, il faudrait supprimer les tarifs régulés, il faudrait supprimer tout ça, puisque ce sont des choses qui sont nocives sur le plan environnemental. Alors évidemment, c'est beaucoup moins nocif quand ce sont des tarifs sociaux pour l'électricité, qui ne produit quasiment pas de CO2 en France, que quand c'est pour le gaz. Et alors, ça va l'être beaucoup quand ça va être pour le fuel. Là, on va avoir un vrai problème. Si on se place maintenant du strict point de vue économique, si vous parlez avec un économiste des tarifs sociaux, des tarifs régulés, il pousse des cris. Pour lui, c'est totalement anti-économique. Bon. Donc, on voit bien qu'on est sur un sujet où il y a un mélange de ces considérations, ce qui est normal, puisque c'est les arbitrages politiques font qu'il y a un mélange de considérations économiques, sociales et environnementales. Mais sur les autres sujets, si vous voulez, en dehors du sujet de la précarité énergétique, moi, je continue à penser que, par exemple, si vous voulez, si on prend les questions de santé, qui sont liées aux questions sociales, le fait qu'il y ait une tradition si faible de la santé publique et de l'épidémiologie en France, à l'inverse
de la santé curative est lié au fait que les préoccupations d'environnement n'ont pas réussi à pénétrer les politiques de santé en France. Ça, je pense que c'est assez clair. Le retard de la santé publique en France est quand même très lié à ça. Alors sur la CSPE, je suis assez d'accord avec vous, sauf que, alors tout le monde accuse maintenant la CSPE de tous les maux. On oublie deux choses. D'abord, elle est incomparablement plus élevée en Allemagne, son équivalent. Et deuxièmement, jusqu'en 2010 inclus, les composantes sociales et parasociales de la CSPE étaient clairement majoritaires, hein, c'est-à-dire la péréquation tarifaire, jusqu'en 2010 inclus. J'ai regardé encore les chiffres pour autre chose la semaine dernière. Les tarifs sociaux, la péréquation tarifaire et le tarif de rachat des usines de production d'électricité à partir d'énergies fossiles dans les zones non interconnectées qui sont essentiellement les DOM. C'est à partir de 2011 que les ENR deviennent majoritaires avec une croissance qui est très rapide. Bon. Alors, ça pose une autre question qui est est-ce que le choix fait par la France dans sa politique climatique de favoriser les ENR par rapport aux économies d'énergie est un bon choix? Personnellement, je pense que non. Je suis favorable au développement des ENR, mais je pense que ça a été un choix coûteux et que dans un pays qui est aussi peu carboné que la France, puisque la France a plein de défauts environnementaux, mais elle a au moins un avantage qui est d'avoir une économie très peu carbonée, les gisements premiers d'économie de gaz à effet de serre ne sont pas dans la production d'électricité, ils sont dans les économies d'énergie fossile et ils sont dans les autres GES qui sont produits par le secteur agricole, qui est totalement omis dans la politique française de lutte contre les GES. Je vous rappelle que le secteur agricole est le 3e secteur émetteur en France, qui est une situation totalement atypique par rapport au reste de l'Europe. Alors, pendant que j'ai la parole, je voulais peut-être dire un mot nous avons notre amie suédoise avec nous. Il y a un exemple qui est très intéressant dans la comparaison entre la France et la Suède, et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Mme Badetz tout à l'heure, c'est la taxe sur les NOx. On a une taxe sur les NOx en France, qui est un volet de la TGAP, qui était fixée jusqu'en 2009, par là, à 45 € la tonne. Oui, les NOx, donc, c'est les dioxydes d'azote, qui est donc un polluant moins connu que le CO2, mais très nocif pour la santé, et dont on se préoccupe peu, curieusement, un peu comme les particules fines, dont on se préoccupe peu. Alors, le Grenelle a pris la décision de tripler ce taux en 2 ans. Donc, depuis 2 ou 3 ans, nous avons maintenant un taux de taxe sur les NOx qui est passé à, en gros, 140 € la tonne. Alors, on pourrait se dire, voilà, ça c'est formidable, c'est un vrai gros succès du Grenelle, etc. Le seul problème, c'est que, je parle sous le contrôle de Mme Atkinson, le taux de taxation des NOx en Suède, il est de 5 500 € la tonne. En France, on est passé de 45 à 140 à peu près. Et la valeur externe de la tonne de NOx, en France, elle est de un peu plus de 7 000 €. Alors, c'est-à-dire que si on voulait que la fiscalité écologique réponde à son rôle, c'est-à-dire taxe les externalités, hein, je ne sais pas si tout le monde connaît les externalités, ce sont donc les coûts externes qui ne sont pas pris en compte dans les processus de production, la tonne de NOx émise en France devrait être taxée à environ 7 000 €. Or, elle est taxée à 145. Pourquoi est-ce qu'elle est taxée à 145 et avant à 45 ? Parce que, en fait, la TGAP et les différents volets de la TGAP, ce sont des taxes qui ont été conçues comme des taxes de financement destinées à alimenter un certain nombre de structures et leur fonctionnement. Et en l'occurrence, son produit est affecté à l'ADEME. Alors que dans le cas suédois, mais peut-être ça pourrait être confirmé par Mme Atkinson, ce sont des taxes qui sont conçues pour être dissuasives et dont d'ailleurs, je crois, une partie du produit est redistribuée au secteur industriel. On voit bien la différence de conception. Je voulais dire un mot sur cette question de la tentative d'un global carbon tax, que je vois très difficile pour les raisons que nous voyons déjà au niveau européen. Mais si je peux dire au lieu de 2 mots, 2 images, vous connaissez probablement ce monsieur,
Si vous le regardez dans les yeux, c'est le monsieur qui a gagné les élections en Australie et est devenu Premier ministre d'un pays quand même important, d'une économie importante. Et il a basé en grande partie sa campagne électorale sur l'élimination de la carbon tax que voulait introduire le gouvernement de l'autre côté. Et en plus, ce n'était pas une carbon tax, c'était un ETS, c'était un marché des émissions des gaz à effet de serre. Mais il l'a appelé carbon tax et ça a très bien marché dans la politique australienne, ça a contribué à gagner les élections. Cet autre monsieur, peut-être certains peuvent le reconnaître, c'est notre ami Premier ministre du Maroc, Abdel Ben Kiran. Pour des raisons sociales, et les motivations des subventions sont toujours très souvent avec des racines fortes. Pour des raisons sociales, au Maroc, on donne de très fortes subventions à l'utilisation des carburants, des fossil fuels. Et comme vous pouvez peut-être voir dans les chiffres qui sont là, ces subventions ont grandi fortement de 2006 à 2011. Elles sont montées de 1,3% du PIB à 5,5% du PIB. Et l'on dit, il faut aider les pauvres, c'est dans la meilleure des intentions. Le pays a besoin de se développer, a besoin de croître, donc on va pousser sur la consommation de pétrole, de diesel et autres. Alors il est clair qu'avant de réussir à arriver à une Global Carbon Tax, il faut faire beaucoup de travail, peut-être travailler sur les prix du carbone en encourageant chacun de nos pays à avancer dans ces politiques. Nous pouvons avoir beaucoup de résultats et ce ne sera que la fin d'un processus de très long terme. D'autre part, on ne peut pas penser à une taxe commune qui s'applique aux États-Unis, en France, en Italie, au Maroc et en Afrique du Sud, la même. Parce que probablement, avec une taxe beaucoup plus basse au Maroc et en Afrique du Sud, on aura le même impact que nous pourrions avoir dans les pays riches. Donc il y a une équité à travers le temps, il y a aussi une équité à travers les pays et à travers les groupes sociaux. Alors il est presque l'heure, mais comme on a commencé à 5, on peut encore prendre... Peut-être, oui, alors... oui, Suzanne alors, non Yes, the answer to the question. Oui, je voulais juste répondre par rapport à la taxation du NOx. Donc c'est environ 5 500 € par tonne. Donc, mais nous considérons ce taux trop bas, donc nous allons l'augmenter. Et c'est plutôt une charge qu'une taxe. Être rapide comme il nous reste peu de temps. En fait, à propos, comme le propos est aussi sur l'uniformisation des taxes au niveau européen, voire mondial, vous faites des projections et des souhaits, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été évoqué, où là vous êtes quand même spécialiste, c'est le problème des niveaux d'équipement des différents pays. Par là, je veux entendre que quand on impose une taxe carbone, et quand on voit d'ailleurs donc au niveau populaire, comme on a encore le droit de vote, on rejette ces dispositifs, c'est pas forcément qu'on n'est pas écologiste et pour la transition énergétique, mais dans des pays où il n'y a pas ou peu, ou des régions où il n'y a pas ou peu d'alternatives. Or, par exemple, le succès en Suède, la Suède est bien équipée, bien plus que nous, hein. Bon, voilà, il y a eu des tableaux, des exposés, voilà, en termes de mobilité, en termes de véhicules, en termes de niveau d'équipement du parc immobilier, en normes BBC, etc. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas imposer aux gens, quitte à sacrifier le vivant, merci, heureusement qu'un philosophe intervenait, vous ne pouvez pas imposer aux gens des choses qui ne leur sont pas applicables ou qui vont les étrangler. Voilà, donc autre point, comme monsieur, vous parliez beaucoup donc, de tarifs sociaux, pour être dans un collectif de lutte contre l'exclusion. J'ai le rappel d'une personne donc, avec une facture de 1 600 € en précarité énergétique dans une passoire thermique. Les tarifs sociaux, ça équivalait à une diminution de 75 €. Voilà. Donc après, on dit, oh, les plus défavorisés, on leur paye leur électricité et ça les incite à consommer beaucoup. Voilà, je ferme ce point. C'était pour que ça ne soit pas univoque. Jean-Yves Dufray, donc moi j'anime un groupe aussi de réflexion sur la transition énergétique, c'est au sein de l'Église catholique. Je voulais faire une remarque à propos des exposés et bien sûr savoir ce que vous en pensez. Pendant les exposés, à part la dernière intervention de M. Saint-Denis, vous n'avez pas dit quels étaient les critères pour des politiques de ce type. Donc pour moi, les critères importants, c'est l'enlèvement, l'élimination du CO2 et également les économies d'énergie importées.
Et même si donc une taxe carbone n'est pas politiquement facile à instaurer, je pense que dans toutes ces politiques fiscales, la notion de coût du CO2 évité devrait être le point de repère principal. Pas le seul, parce qu'il y a d'autres critères. Et je crois que ça méritait d'être dit parce que c'est lourd de conséquences. Donc j'ai apprécié dans l'intervention de la dame de Suède que vous avez dit que toutes ces mesures doivent être cost-effectives, c'est-à-dire être faites au moindre coût. Et dans la situation économique où nous sommes, nous devons chercher la meilleure efficacité en termes du coût du CO2. Et je fais une dernière remarque pour dire qu'il y a même des mesures qui sont gagnant-gagnant, puisque tout ce qui est économie d'énergie, eh bien, vous avez une dépense d'investissement, mais vous avez un retour derrière. Donc la fiscalité doit permettre de faire en sorte que le temps de retour soit acceptable pour les entreprises ou pour les particuliers. Et là, ça ne coûte pas très cher et vous avez un bénéfice parce que vous créez des emplois aussi derrière. Donc il faut faire le bilan économique de ce que ça rapporte aussi en TVA et en taxes. Alors, les grands organisateurs du colloque me font signe qu'il faut s'arrêter. Je vais laisser quand même peut-être Guillaume Sainteny dire en 2 minutes dire une ou deux choses par rapport aux questions. Oui. Non, mais madame, je suis d'accord avec vous. Personne, je crois, n'a parlé ici d'imposer une taxe, sauf dans les pays autoritaires et dictatoriaux. Mais en France, en tout cas, c'est le Parlement qui vote l'impôt, donc la représentation nationale. Et vous avez vous-même rappelé qu'il y a un certain nombre de taxes qui ont été rejetées. Et c'est la caractéristique de l'histoire que de voir de tout temps, y compris sous l'Ancien Régime, il y a eu des taxes qui ont amené à des révolutions. Donc je crois que ça, c'est tout à fait normal. Premièrement. Deuxièmement, on va passer, donc, si le projet de loi sur la transition énergétique est voté, d'un système de tarifs sociaux à un système de chèque énergie. Je pense qu'il va y avoir un débat mouvementé au Parlement sur l'inclusion ou non du fuel dans ce chèque énergie. Le fait que les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité soient remplacés par un chèque énergie, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Le fait que ce soit étendu au fuel, ça pose un vrai problème. Alors, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, c'est très bien sur le plan social, c'est problématique sur le plan environnemental, mais c'est problématique, c'est bien en termes d'équité intragénérationnelle, c'est pas bien en termes d'équité intergénérationnelle, puisqu'il y aura rémanence du CO2 émis via cette mesure. Quelle sera la quantité ? Peut-être sera-t-elle faible, donc peut-être ça ne sera que symbolique, et il y aura effet plus important sur les catégories sociales défavorisées des PVD. Donc je pense qu'il y aura un débat au sein même de la majorité parlementaire actuelle sur ce sujet qui va être assez vif. Et vous avez tout à fait raison d'évoquer le cas des passoires énergétiques. Je pense que la bonne mesure idéale, ce n'est ni les tarifs sociaux ni le chèque énergie, c'est évidemment la résorption progressive des passoires énergétiques qui, ferait diminuer les dépenses énergétiques des ménages concernés, qui, 2, est très intensive en emploi, donc c'est une bonne chose. Et quand on dit insérer la justice sociale dans la transition énergétique, c'est aussi faire en sorte que la transition énergétique puisse contribuer à faire baisser un peu le chômage. Et c'est 3, diminuer les importations d'énergie fossile et donc le déficit de la balance commerciale, ce que tout le monde peut souhaiter. J'ajoute aussi, pour montrer que le sujet est compliqué et pour prolonger un peu ce qu'a dit Aldo tout à l'heure, qui nous a rappelé qu'il y avait à peu près 450, moi j'avais dans la tête 500 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles dans le monde. Il faut rappeler que plus des 4/5 de ces subventions ont lieu dans les pays émergents et dans les pays en voie de développement. Les pays de l'OCDE ont beaucoup diminué leurs subventions récemment, et donc c'est aussi à prendre en compte dans les critères d'équité sociale. Les pays qui subventionnent le plus leur énergie fossile, c'est l'Iran, le Venezuela, le Mexique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, l'Inde, la Chine, la Russie. Voilà. Alors là-dedans, il y a des pays pauvres, il y a aussi des pays riches, mais ce sont des pays émergents ou en voie de développement. Et donc, s'il y avait 400 milliards sur 500 de subventions aux émissions de CO2 qui étaient supprimées, ça ferait une très grosse différence, beaucoup plus importante que celle dont on parle sur le chèque énergie en France. Merci à tous.